cours perturbé à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, après la bastonnade d'un enseignant par des éléments de la gendarmerie nationale. En France, plusieurs hommages rendus sur les réseaux sociaux après la mort de Johnny Hallyday, le chanteur de rock, est décédé la nuit dernière à 74 ans. Enfin, 6 décembre 1998 au Venezuela, élection de Hugo Chavez à la présidence. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue sur RTI 2. Pas de cours à San Pedro depuis le jeudi 30 novembre dernier. Les enseignants du primaire et du secondaire expriment ainsi leur colère après la bastonnade d'un enseignant par des éléments de la gendarmerie nationale. Les autorités préfectorales de San Pedro tentent actuellement d'apaiser les tensions. San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. Les cours ont été perturbés ce mardi dans les écoles publiques et privées. Les enseignants sont en colère. Dans la cour de la préfecture, ils protestent contre les violences perpétrées récemment sur l'un des leurs. Le camarade Yeo Nabambe, qui a lui-même un véhicule, est allé au garage avec son véhicule. Il a découvert un véhicule dans le garage ce matin-là et il a apprécié ce véhicule, il a admiré ce véhicule. À 17h, il est revenu pour prendre son véhicule aux mains des mécaniciens et il a trouvé un véhicule au même endroit, même modèle, même marque à cet endroit. Pensant que c'est le véhicule du matin qu'il a trouvé, il a essayé encore de contempler la voiture et il a touché à la manivelle, c'est-à-dire la portière. Et là, c'était le véhicule d'un certain adjudant Conan. C'est ainsi que le gendarme a approché pour dire au collègue: qu'est-ce que vous faites, monsieur, veuillez m'excuser, mais ce véhicule a vraiment ressemblé à un véhicule que j'ai apprécié ce matin. C'est pour cela que je l'ai approché et je l'ai touché en présence des mécaniciens qui sont les propriétaires du véhicule. Monsieur Conan, l'adjudant, trouve que le collègue voulait voler sa voiture. Et il a fait appel à ces éléments qui ont passé à tabac l'enseignant. Ils l'ont forcé et il a fait appel encore à 2 autres du poste qui sont venus à des menottes et il a été menotté. Il est parti. Pendant que les autorités préfectorales tentent de ramener le calme, un autre enseignant entre dans les locaux de la préfecture. Il aurait été également roué de coups. À l'instant, nous venons d'apprendre que des gendarmes viennent encore de mater, de molester encore un instituteur à son domicile à Seweke. Ce dernier avec sa fille et son petit frère. C'est-à-dire que toute la famille a été molestée encore par des gendarmes au moment où nous sommes en train de chercher une solution à cette situation avec les autorités compétentes. Nous disons que cela trop c'est trop. Et pour cela, nous allons protester vigoureusement jusqu'à vraiment une solution soit trouvée. À San Pedro, l'école connaît de fortes perturbations depuis le jeudi 30 novembre dernier. Élèves et parents d'élèves appellent à la reprise des cours. Bon, moi, je ne suis pas allé avec les grèves là. Parce que après, mes privés sont sans examen. Comme ça va pas être du bien. Parce qu'on est parti hier. Bon, hier, les professeurs sont pas venus. On n'a pas fait cours. Ils nous ont dit de revenir lundi. Mais bon, il y a des professeurs aussi qui disent de passer des temps à temps pour voir. Donc, on est passé aujourd'hui. C'était la même chose. Donc, on est obligé de passer lundi. Bon, ce matin, je suis venu, on dit. À cause de le problème qui s'est passé là, il n'y a pas de cours, donc vraiment demander à la maison comme ça. Je souhaite que la paix revienne, que cette histoire-là se règle, que les enfants restent. Dans l'actualité nationale également, ce grave incendie survenu dans une entreprise de fabrication de peinture dans la commune de Marcory. Un blessé et de nombreux dégâts matériels enregistrés. Pour l'heure, les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Le sida, toujours préoccupant en Afrique. La conférence internationale de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles se tient actuellement en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les pays africains de joindre leurs forces pour améliorer l'accès au traitement antirétroviral sur le continent. On en parle avec Franck Quadio. La question de la transmission mère-enfant du VIH-Sida remonte au milieu des années 80 en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas beaucoup de ressources. Ce sont ceux qui avaient les moyens de faire venir
les ARV de France qui étaient traités. Et le traitement est difficilement supportable pour l'enfant à l'époque, un seul ARV. Qui était difficile et pour l'enfant et pour les parents, parce qu'on devait prendre le médicament toutes les 8 heures. 50% d'enfants de moins de 5 ans ne survivent pas au traitement, mais en 1997, 10e CISMA à Abidjan, la conférence sonne l'ère de l'évolution. Les autorités politiques ont décidé d'ouvrir 8 centres de prise en charge en Côte d'Ivoire, dont un seul pédiatrique. Il y a l'association de 3 antirétroviraux. Il y a la prévention des infections opportunistes avec le cotrimoxazole et bien sûr il y a la prise en charge nutritionnelle avec l'éducation des parents. Dans la même dynamique, le CHU de Yopougon, puis d'autres centres en 2004 et aujourd'hui, plus de 1000 PTME et 400 centres de prise en charge pédiatrique dédiés aux couples mère-enfant. Si la femme enceinte est bien prise en charge, bien traitée par les ARV, à la naissance, il y a de grandes chances que l'enfant ne soit pas contaminé. N'empêche, malgré les efforts, le diagnostic reste tardif, un problème qui plombe la lutte. On devrait faire le diagnostic de l'infection à VIH pédiatrique dès la première année. Mais dans les travaux de recherche et autres, dans les statistiques des CHU, la moyenne d'âge est autour de 5 ans. Et l'autre problème aussi, c'est qu'il y a une insuffisance d'enfants traités. En 2016, selon le programme national de lutte contre le sida, 83% des femmes vivant avec la maladie ont reçu des ARV contre 32% d'enfants déclarés séropositifs. L'enjeu aujourd'hui est de mieux sensibiliser la structure familiale pour un meilleur accompagnement de l'enfant souffrant du VIH. La France pleure. Le chanteur et acteur Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, l'icône du rock'n'roll français, est décédé à 74 ans la nuit dernière en France des suites d'un cancer du poumon. En près de 60 ans de carrière, Johnny Hallyday a enregistré près de 50 albums et vendu plus de 100 millions de disques. Voilà, Johnny Hallyday n'est plus des nôtres depuis la nuit dernière, mais il reste néanmoins présent dans les cœurs. Je vous propose maintenant d'écouter l'un de ses plus grands titres sortis en 1985, quelque chose de Tennessee. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie. Sans un éclat de voix et sans un cri, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. À certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi. L'Afrique du Sud face à une épidémie de listériose. Au moins 36 personnes sont décédées de cette infection d'origine alimentaire depuis le début de l'année dans le pays. Selon le ministère sud-africain de la Santé, la source des contaminations n'a pas encore été déterminée. Direction à présent Lagos, la ville la plus embouteillée du Nigeria. Alors comment mettre fin à cette situation? Eh bien, les autorités nigérianes tentent de développer les transports sur l'eau pour faciliter la vie d'environ 20 millions d'habitants. Reportage. Idriss est entrepreneur à Lagos. Tous les matins, il prend le ferry pour aller rencontrer ses clients dans le quartier d'affaires de la mégapole nigériane, de l'autre côté de la lagune. Un mode de transport qui a changé sa vie. Le trajet coûte 1,50 € et dure seulement 20 minutes. Avant, il lui fallait plusieurs heures en voiture.
Pour quelqu'un comme moi, il faudrait partir de la maison à 4h30 du matin pour éviter les bouchons sur la route. Et si je pars aussitôt, je ne dors pas assez. Le soir, je vais rentrer à la maison vers 10 ou 11 heures. Le temps de manger, d'enlever mon sac, de me reposer, de jouer avec mes enfants, il sera déjà minuit. À 4 heures, le jour suivant, il faudra à nouveau se réveiller. Les autorités veulent développer le transport maritime pour faire face aux embouteillages qui paralysent la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique. Près de 20 millions de personnes vivent et travaillent à Lagos. 30 itinéraires ont été identifiés et plusieurs embarcadères sont déjà en construction. Nous fournissons le cadre favorable. Tout ce que nous demandons aux opérateurs, c'est simplement d'avoir leur propre bateau et de naviguer sur nos voies maritimes. Construite sur l'eau, la ville de Lagos est traversée par plusieurs lagunes. Ces dernières années, plusieurs sociétés privées ont lancé leur service de taxi-bateau. Comme Justin, ancien capitaine de navire marchand, ils espèrent maintenant développer leur activité grâce au projet de la ville. Nous avons commencé avec peut-être 20 passagers. Mais ensuite, nous nous sommes développés quand nous avons commencé à sensibiliser les gens, à faire de la publicité notamment. J'ai commencé avec 2 bateaux, maintenant nous en avons 6. On en fait même venir en renfort quand nous avons beaucoup de passagers qui veulent traverser. L'objectif est d'attirer 2 millions de passagers quotidiens sur les voies navigables. Mais il reste à convaincre les Lagosiens d'abandonner leur voiture pour le bateau. Beaucoup d'habitants disent avoir peur de l'eau. Pour les convaincre, des opérateurs proposent de leur apprendre à nager dans la lagune en cas d'accident. Décision historique aujourd'hui du président américain. Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. Des mises en garde allant du Proche-Orient en passant par l'Europe affluaient pourtant à l'adresse du chef d'État américain. Enfin, 6 décembre 1998, la situation économique difficile du Venezuela favorise l'élection à la présidence de Hugo Chavez. Ce militaire de formation avait été arrêté et incarcéré après avoir participé à une tentative de coup d'État contre le président Carlos Rodriguez en février 1992. Les explications de Ami Koulibaly. Un militaire de formation âgé de 44 ans, Chavez, avait été arrêté et incarcéré après avoir participé à une tentative de coup d'État contre le président Carlos Andrés Pérez Rodríguez en février 1992. Gracié par la suite, il a fondé le Movimiento Quinta República. Chavez dénonce la corruption du régime au pouvoir sur toutes les tribunes et se prononce en faveur d'une meilleure démocratie et d'une répartition plus équitable des richesses du pays. Lors des élections législatives du 8 novembre 1998, il est à la tête de la coalition patriotique Polé qui gagne 34% des sièges. Moins d'un mois plus tard, le 6 décembre, Chavez accède à la présidence du Venezuela en défaisant Enrique Salas Romer. C'est la première fois depuis 40 ans que le chef de l'État n'est pas un démocrate chrétien ou un social-démocrate. La situation économique difficile du Venezuela favorise l'élection à la présidence de Hugo Chavez, qui obtient 56,5% des votes contre 39,5% pour Enrique Salas Romer de la coalition Project Venezuela. Malgré une situation économique qui demeure précaire, le président réussit à faire approuver son projet d'assemblée constituante par une forte majorité lors d'un référendum tenu le 25 avril 1999. Des élections tenues le 25 juillet de la même année sont largement dominées par les candidats qui lui sont favorables. Aucun homme politique, depuis le retour de la démocratie en 1958, n'a bénéficié d'un tel soutien populaire et les adversaires d'Hugo Chavez sont les premiers étonnés par cette victoire, la victoire d'un peuple, comme se plaît à l'indiquer le nouveau président du Venezuela. Il s'est livré juste après l'annonce de son succès par le Conseil national électoral à un inventaire non pas de son programme éventuel, mais des tares qui affectent son pays. Cela étant, le candidat des pauvres, des laissés pour compte et de tous ceux qui veulent en finir avec la corruption et la misère du pays s'est laissé aller à des positions qui risquent de fixer son opposition dans une rage peu propice à une évolution en douceur de la société du pays.
Hugo Chavez a reformulé sans aucune nuance sa proposition de désignation d'une assemblée constituante par le biais d'un référendum. En élisant Hugo Chavez à la présidence du pays, les Vénézuéliens se sont mutinés contre un établissement pétrolier et des élites politiques qui n'ont pas cessé de les appauvrir lentement mais sûrement. À demain, très bonne soirée à tous sur RTI2.